During this council meeting, Montreal officials met to launch the 2024 pre-budget consultations. The goal of this meeting and the next ones will be to decide on the distribution and dividing of the budget for each department for the next year. To hear more, stay tuned for the whole council. Séance d'ouverture pour la commission permanente sur les finances et l'administration. Donc, on est ravis de vous compter parmi nous pour le lancement de la consultation prébudgétaire 2024. La consultation prébudgétaire 2024 est un exercice consultatif important et l'une des étapes du processus budgétaire annuel qui permet aux citoyens et citoyennes de Montréal de s'exprimer sur les orientations du prochain budget. Ces orientations guideront par la suite les décisions quant aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2024. Donc, je me présente, je me nomme Pierre Lessard-Blais, je suis maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et président de cette commission. On va en profiter pour inviter mes collègues, les membres de la commission, à se présenter en commençant avec nos deux vice-présidents. Monsieur Bourrel. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Alors, Georges Bourrel, maire de Beaconsfield et vice-président de la commission. Et M. Desbois. Merci, M. le Président. Donc, Laurent Desbois, maire d'Outremont. Et ensuite, dans l'ordre, en commençant par Mme Christensen. Bonsoir tout le monde. Merci aux citoyens qui sont déplacés de nous voir ce soir, parce qu'il y a tout le monde qui sont en web diffusion. Bonne session. Merci. Lisa Christensen, conseillère de ville, Pointe-aux-Prairies, Rive-de-Bray, Pointe-aux-Trembles. Oui, alors bonsoir. Sylvain Ouellette, conseiller municipal district François Perrault, dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Bonsoir, moi c'est Virginie Journeau, je suis conseillère de ville à Pointe-aux-Trembles, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Bonsoir à toutes et à tous, Nathalie Goulet, je suis conseillère de la ville du district d'Annecy, dans l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous, Alex Betachi, maire de Dalla-des-Ormeaux. Bonsoir, Benoît Gratton, conseiller d'arrondissement à Verdun dans le district des Marchés Crawford. Bonsoir, Arnaud de Souza, maire de Saint-Laurent. Merci, chers collègues. Je suis très heureux d'entamer ce mandat avec vous. Je dois excuser Mesdames Sigouin, Anne-Marie Sigouin et Vicky Grondin qui ne peuvent être avec nous ce soir, mais qui vont se joindre aux prochaines rencontres pour poursuivre leur mandat sur notre commission. Je tiens à souhaiter la bienvenue, chaleureux bienvenue aux personnes ressources du service des finances qui sont avec nous ce soir et qui ont préparé le document de consultation que nous vous présenterons ce soir. Donc, nous avons Madame Laverdière, qui est directrice du service des finances, Monsieur Baguidi, qui est directeur au budget et planification financière et fiscale, et Madame Rockanson, qui est chargée d'expertise et de pratique principale. Merci à vous trois d'être avec nous, c'est très apprécié. Donc, l'Assemblée de ce soir, c'est la première étape du processus de consultation prébudgétaire, soit l'étape d'information. Ainsi, nous vous présenterons ce soir les propositions contenues dans le document Perspectives budgétaires 2024. Bonsoir, monsieur. Sur lesquelles la population montréalaise est appelée à se prononcer. Et ensuite, nous allons vous présenter les manières de participer à la consultation publique. Après cette présentation, vous aurez l'occasion de poser des questions d'éclaircissement. Si vous nous écoutez grâce à la web diffusion, vous pouvez remplir le formulaire disponible sur la page de la consultation que vous pouvez trouver sur le site montréal.ca, consultation prébudgétaire 2024. Ce sera possible aussi pour les citoyens dans la salle de poser leurs questions. On a déjà reçu quelques questions du public. Je vais donc pouvoir les poser pour vous. On vous rappellera un petit peu plus tard là, en détail comment procéder. Donc, je vous rappelle que tous les détails relatifs à cette consultation se trouvent dans les avis publics
qui ont paru dans 2 quotidiens en français et en anglais et sont disponibles sur le site web des commissions permanentes. Cette consultation a aussi été publicisée par la diffusion de communiqués de presse et par l'envoi d'informations par infolettre à quelques 800 personnes et organisations qui suivent l'infolettre des commissions permanentes de la Ville de Montréal, ainsi que par le biais des réseaux sociaux. Par ailleurs, tous les documents afférents à la consultation sont disponibles en ligne et on peut aussi vous les transmettre par la poste si vous nous en faites la demande. Donc, voilà pour l'introduction à la soirée. Nous devons maintenant adopter l'ordre du jour de cette assemblée qui va assurer son bon déroulement, soit la présentation du projet de consultation, la période de questions du public et ensuite une période de questions et de commentaires des commissaires. Chers commissaires, vous avez tous reçu cet ordre du jour. J'aurais besoin d'un appuyeur et d'un secondeur. Je propose. Merci. Et Mme Christensen appuie. Merci beaucoup. Troisième point à l'ordre du jour, nous devons adopter le procès-verbal de l'Assemblée publique tenue par la Commission le 14 décembre 2022. Vous avez aussi reçu ces documents en amont. Est-ce que j'ai des proposeurs appuyeurs? Monsieur Desbois, Madame Goulet, merci beaucoup. On peut donc passer au 4e point de l'ordre du jour, soit la présentation du dossier. Je cède donc la parole à Madame Francine Laverdière, directrice du service des finances, et son équipe pour cette présentation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les commissaires, bonsoir. On est très heureux de vous présenter ce soir le document, en fait, de vous faire une présentation du document de consultation prébudgétaire qui est disponible sur le site de la Ville. Alors, comme Monsieur Lessard nous a présenté, je suis accompagnée de Monsieur Gildas Baguetti, qui est directeur du budget, planification financière et fiscale, et de Madame Catherine Rockenson, qui est chargée d'expertise du processus budgétaire. C'est Madame Rockenson qui va nous faire la présentation. Merci. Oui, merci. Donc, ce soir, on va présenter de manière brève, parce qu'on ne veut pas prendre trop de votre temps, les principaux éléments du document de consultation prébudgétaire 2024. Donc, le document, le principal objectif est de présenter de manière transparente certains enjeux auxquels la Ville sera confrontée en 2024 et les années suivantes. Le document de consultation il est composé de 3 grandes sections. Donc, il y a le contexte budgétaire, le processus budgétaire et les sujets de consultation prébudgétaire 2024. Mais avant de présenter les sections, on se rappelle, comme vous pouvez le voir à l'écran, que la consultation s'inscrit en début de processus budgétaire, donc de la période mars à juin. La première section du document, c'est le contexte budgétaire. Et ce contexte-là, il y a 3 sous-sections. Cette année, la consultation prébudgétaire s'inscrit dans le cadre du chantier sur la fiscalité. Et donc, on présente un bref résumé de la démarche dans le document. Notons aussi, comme vous allez voir plus tard, ceci a beaucoup influencé les sujets retenus pour la consultation. Ensuite, puisque le budget de la Ville se confectionne dans un contexte économique plus large, on présente certains facteurs qui peuvent avoir un impact sur les dépenses et les revenus de la Ville, par exemple la pénurie de la main-d'œuvre et l'augmentation des taux d'intérêt. Finalement, dans le document, on rappelle ce que c'est l'agglomération. Plus spécifiquement, ça regroupe 16 municipalités sur le territoire de l'île de Montréal. On fait également mention des dépenses communes comme la sécurité publique, donc police, pompiers, l'évaluation municipale, les usines d'épuration des eaux usées, traitement d'eau potable, etc. Ensuite, dans le document, on tombe dans la section qui présente le processus budgétaire et plus spécifiquement le budget en cours et l'impact des décisions. La première question qu'on se pose est qu'est-ce que le budget de fonctionnement et le programme décennal d'immobilisation. Le budget de la Ville de Montréal, il faut comprendre qu'il se sépare en 2 grandes composantes. Il y a le programme d'immobilisation décennal d'immobilisation, donc PDI, et le budget de fonctionnement.
En guise d'illustration, l'investissement en immobilisation, c'est comme si on achetait une maison, et tandis que le budget de fonctionnement, c'est l'entretien de cette maison, donc l'entretien du terrain, l'électricité et le chauffage. En ce qui a trait au budget de fonctionnement, notons que sa confection, c'est un processus en 4 grandes étapes. Donc, en premier lieu, on prend la croissance, qu'on dit naturelle peut-être, de certaines dépenses comme l'indexation des salaires ou la hausse du service de la dette. Puis, on regarde de l'autre côté des revenus la croissance limitée à l'inflation des charges fiscales. Le résultat, à chaque année, on appelle ça un défi budgétaire initial, cumulé. Puis ici, pour Montréal, si on regarde la moyenne sur 3 ans, bien, ça représente 60,7 millions de dollars. Ensuite, une deuxième étape, donc on rajoute à ce défi initial moyen cumulé les nouvelles dépenses anticipées et la stratégie de paiement au comptant. Puis on regarde du côté des revenus, c'est-à-dire la croissance immobilière et les autres revenus, ce qui donne à l'étape 2 un défi moyen cumulé, encore une fois pour Montréal sur une moyenne de 3 ans, qui représente 200,7 millions de dollars. Mais on n'arrête pas là, on continue à l'étape 3, où on applique des stratégies de réduction de dépenses, ainsi que des stratégies d'augmentation de revenus, ce qui, dans le fond, nous permet d'arriver à l'étape 4, qui est de déposer un budget de fonctionnement équilibré, tel que la loi l'oblige. Ce préambule fait, on va maintenant présenter brièvement les sujets de consultation prébudgétaire. Les grands sujets de la consultation, on peut les regrouper en 3 parties. Donc, il y a l'éco-fiscalité et la fiscalité. Ensuite, il y a la revue des activités et des programmes. Et il y a l'agglomération. Encore une fois, je l'ai dit à quelques reprises, mais afin d'optimiser le temps de présentation ce soir, on va effectuer un survol de chacun de ces sujets, mais bien évidemment, ces derniers sont présentés en plus grand détail dans le document de consultation prébudgétaire 2024. Donc, pour l'éco-fiscalité et la fiscalité, le document de consultation présente 5 sujets. Le premier sujet, la taxe kilométrique. La taxe kilométrique consiste en un tarif appliqué pour l'usage de la route. Un montant est ainsi prélevé pour chaque kilomètre parcouru par un véhicule automobile. Les 2 principaux avantages sont que cette taxe respecte le principe de l'utilisateur-payeur et la taxe permet aussi des modulations visant à diminuer la congestion routière. Cette taxe pourrait être amenée à financer le réseau routier et le transport collectif en remplacement graduel de la taxe sur l'essence, qu'on sait qui risque de réduire au fil des ans. Pour la mettre en place, il y a plusieurs solutions technologiques, par exemple l'utilisation d'un module ou d'un transpondeur doté ou non d'un GPS. Il y a des applications de téléphone intelligent avec GPS, des odomètres, etc. Le territoire d'application peut se faire à l'échelle de la région métropolitaine, mais présente plusieurs avantages si appliqué à l'ensemble du territoire québécois. Pardon. Par exemple, ça limiterait les effets de la frontière. Donc, les questions soumises à la consultation se résument à « Considérez-vous qu'une taxe kilométrique doit être implantée? Si oui, à quelle échelle géographique? Sinon, pourquoi? » Et après ça, il y a une question aussi à propos de la technologie à privilégier pour le déploiement de cette mesure. Le deuxième sujet, la tarification dynamique du stationnement sur rue. La tarification dynamique consiste à faire varier le coût du stationnement sur rue, tarifé par les parcomètres, selon l'offre et la demande. Selon le professeur Donald Shoup, un expert dans la matière, un taux d'occupation des espaces tarifés de 85 % serait associé à une rotation optimale des consommateurs dans les rues commerciales. Lorsque les tarifs sont trop élevés, le taux d'occupation se maintient à des niveaux beaucoup plus bas. A contrario, lorsque les tarifs sont trop faibles, les espaces libres sont trop rares
générant de la frustration chez ceux qui peinent à se stationner. Il y a de l'activité économique qui est perdue, de la congestion routière, de la consommation inutile de carburant et de la pollution. À noter qu'au courant de l'année 2023, l'Agence de mobilité durable travaille à mettre en place la tarification dynamique dans certains secteurs de l'arrondissement de Ville-Marie. Et une fois que la tarification dynamique est implantée dans ce secteur, le tarif sera de 5 $ de l'heure entre midi et 3 heures du lundi au vendredi, mais de 4 $ pendant les autres périodes tarifées. Donc, les questions soumises à la consultation se résument à l'opportunité d'implanter la tarification dynamique pour le stationnement sur rue, et si souhaitable, sur quelle zone et à l'aide de quelle technologie, en plus de demander d'autres suggestions pour l'amélioration ou l'optimisation des places de stationnement. Le troisième sujet de l'écofiscalité et de la fiscalité, c'est la taxe sur les surfaces imperméables. Donc, le ruissellement des eaux correspond à un surplus d'eau s'écoulant à la surface du sol lorsque ces eaux ne réussissent pas à s'évaporer ou à s'infiltrer dans le sol. Des précipitations importantes qui sont de plus en plus fréquentes peuvent ainsi causer des situations indésirables liées à l'atteinte, voire au dépassement de la capacité maximale du réseau municipal. Certaines villes ont mis en place des mesures écofiscales pour le financement des dépenses relatives à la gestion des eaux pluviales. Par exemple, un prélèvement variant en proportion des surfaces imperméables mesurées sur une propriété ou même un rabais en fonction de la présence de mesures de rétention des eaux pluviales dans un immeuble. Donc encore, c'est un bref résumé, là. Il y a plus de détails dans le document de consultation. Mais si on résume les questions soumises à la consultation, c'est est-ce que la Ville devrait étudier la mise en place d'une telle mesure? Si oui, est-ce qu'elle devrait s'appliquer à l'ensemble des propriétaires ou à certains seulement? Le quatrième sujet de l'écofiscalité et de la fiscalité, c'est la taxe sur les logements vacants. Donc, la Ville de Montréal, comme tout le Québec, on sait, vit une crise du logement. Plus du quart des locataires consacrent plus de 30 % de leurs revenus aux frais de logement, une situation qui s'empire d'année en année. La taxe sur les logements vacants serait imposée aux propriétaires d'un logement qui n'est pas considéré comme leur résidence principale ou celle d'un quelconque occupant autorisé, ou à un logement qui a été inoccupé pendant au moins 6 mois au cours de l'année civile précédente. Cette taxe pourrait également aider à mener des logements sur le marché. Dans les villes canadiennes qui utilisent déjà cette mesure, la taxe correspond à un pourcentage de la valeur du logement au rôle de l'évaluation foncière. Ainsi, si on résume les questions qui sont soumises à la consultation, est-ce qu'il serait souhaitable d'imposer la taxe sur les logements vacants à Montréal? Si oui, sur quel territoire? Et est-ce que, dans ce cas, des taux différenciés devraient être établis pour les propriétaires résidant à l'étranger? Finalement, le cinquième sujet de la redevance de développement. Le mécanisme de redevance de développement est un droit payé pour les promoteurs et les constructeurs pour financer les infrastructures municipales nécessaires à leurs projets, tels que les nouvelles conduites d'aqueduc ou les parcs locaux et tout autre équipement collectif. La redevance de développement permet de certains coûts ne soient pas financés par l'ensemble des propriétaires via l'impôt foncier, mais bien de faire payer ceux qui sont à l'origine des dépenses. Donc, si on résume les questions soumises à la consultation, en fait, on pose la question, la Ville devrait-elle utiliser ce mécanisme de financement? Si oui, pour quel type de coût? Ce qui nous amène au deuxième grand sujet de la consultation. Donc, pour la revue des activités et programmes, il y a deux sujets. Le premier, c'est la priorisation des services souhaités. Donc, au cours des dernières années, la Ville de Montréal s'est engagée à optimiser ses services et l'objectif principal était de réduire les dépenses tout en maintenant les services à la population.
Pour réduire davantage ses dépenses et atteindre ses objectifs, notamment en transition écologique, la Ville doit trouver le moyen d'optimiser davantage, mais également pourrait être amenée à revoir le niveau de certains services. Par exemple, la Ville pourrait revoir le niveau de service de la gestion des matières résiduelles en révisant la fréquence de certaines collectes. Ainsi, les questions soumises à la consultation se résument à est-ce qu'il y a des activités pour lesquelles la Ville devrait ou pourrait réduire le niveau de service? Si oui, lesquelles? Par rapport au type de services offerts par la Ville actuellement, est-ce qu'il y a des services qui devraient être assumés par les paliers supérieurs gouvernementaux ou même laissés à des organismes ou à des entreprises privées? Le deuxième sujet, c'est l'optimisation des services et des équipements. Donc, précisons que chaque arrondissement dispose d'équipements et d'employés, lesquels sont financés par des transferts centraux, mais également par des revenus autonomes, comme la taxation locale. Si cette autonomie des arrondissements permet une grande adéquation entre les besoins exprimés par la population et le niveau de service consenti localement, elle peut toutefois quand même donner lieu à une certaine redondance dans les équipements et le personnel entre les arrondissements et les services centraux. Ainsi, depuis quelques années déjà, la Ville de Montréal et ses arrondissements explorent ensemble la mise en commun de leurs services, équipements, infrastructures, dans le but de faire des économies et des gains d'efficacité. Donc, si on résume les questions soumises à la consultation dans cette section, ça revient à seriez-vous en faveur de la mise en commun d'équipements entre arrondissements et si oui, lesquels? Dans ce cas, est-ce qu'une légère augmentation des délais de réponse et des délais d'accès serait acceptable? Finalement, quels services et équipements seraient mieux gérés au niveau des arrondissements ou au niveau des services centraux? On arrive donc au troisième grand sujet, qui est l'agglomération. Et dans le document de consultation, on présente deux sujets. Mais précisons que ce volet vise surtout à sonder l'opinion publique et à encourager la participation des citoyennes et citoyens de toutes les villes de l'agglomération pour enrichir la discussion. Donc, si on parle de fiscalité d'agglomération, commençons en précisant que dans la structure actuelle des dépenses, il y a des compétences d'agglomération, c'est-à-dire partagées entre les 16 villes de l'île de Montréal, des villiers, et des compétences locales qui relèvent du conseil municipal et des conseils d'arrondissement de la Ville de Montréal. Ainsi, en matière de fiscalité d'agglomération, les dépenses communes à l'ensemble des 16 villes liées, donc la sécurité publique, l'eau, le transport en commun, la gestion des matières résiduelles, etc., sont partagées entre ces villes. Ces dépenses sont financées par quote-part, mais auparavant étaient financées par une fiscalité d'agglomération. En effet, entre 2006 et 2008, la Ville de Montréal envoyait le compte de taxes des propriétaires de la Ville de Montréal, il envoyait une section pour les taux municipaux et l'autre pour les taux d'agglomération. Tandis que le compte de taxes pour les propriétaires dans les villes reconstituées concernait uniquement les taux d'agglomération. Ces propriétaires, évidemment, recevaient également un compte de taxes locales de la part de leur municipalité. Donc, la question soumise à la consultation se résume, est-ce que la Ville devrait transmettre un compte de taxes distinct à l'ensemble des propriétaires des villes de l'agglomération, comme c'était le cas en 2006 et 2008? Le deuxième et dernier sujet, les compétences d'agglomération. Donc, au cours des années des négociations entre les villes de Montréal et les municipalités reconstituées, ont mené à une modification des compétences d'agglomération, généralement en réduisant les compétences d'agglomération. Donc, voici quelques exemples. Il y a le retrait de la compétence d'agglomération sur la voirie artérielle. Il y a la révision des équipements d'intérêt collectif. Et il y a le retrait de la compétence d'agglomération sur les investissements du centre-ville en contrepartie d'une contribution financière à Montréal de la part des villes reconstituées. Ainsi, c'est possible de modifier le partage des compétences
Naturellement, certains services tels que la sécurité publique ou la planification du transport en commun, en raison de leur portée régionale, devraient continuer à relever du conseil d'agglomération, tandis qu'il y a d'autres qui préfèrent l'objet d'une répartition de compétences différentes. Bien évidemment, cela doit se faire par le biais de négociations entre les villes. Donc, la question soumise à la consultation se résume. Est-ce que certains services pourraient ne plus relever de l'agglomération? Ce qui résume notre brève présentation de tous les sujets du document de consultation. Merci. Merci beaucoup, Madame Rockensen, pour cette présentation. Donc, excusez-moi, j'ai perdu le fil en révisant mes notes. Ça a l'air bête. Tu révises pour être prête, puis là, finalement... Donc, à la lumière de ce qui nous a été présenté, la Commission veut maintenant vous entendre sur les propositions contenues dans le document Perspectives budgétaires 2024. Je poursuis donc avec les informations sur la consultation en elle-même et sur les manières à votre disposition pour y participer. Au cours des prochaines semaines, les citoyens pourront répondre aux questions de la consultation et nous faire part de leur point de vue ou de leurs idées de manière plus approfondie, par les moyens suivants. Premièrement, vous pouvez rédiger un mémoire ou une opinion écrite et nous la transmettre par courriel à l'adresse courriel commission@montréal.ca. Vous pouvez aussi présenter votre mémoire ou votre opinion, sans même déposer de mémoire écrit, lors des audiences publiques qui seront à la fois alternativement faites en présentiel et en virtuel les 25 et 27 avril prochains. La date limite pour nous faire parvenir vos mémoires et vos opinions et pour vous inscrire aux audiences publiques est le 18 avril. Vous pouvez vous inscrire à partir du formulaire disponible sur la page web de la Commission à l'adresse, je pense que je ne dirai pas l'adresse parce que c'est un peu long, mais c'est sur le site des commissions permanentes de la Ville de Montréal. Vous pouvez rejoindre via montréal.ca. De plus, la Commission vous invite à répondre à un questionnaire en ligne qui est elle aussi disponible sur la page de la consultation prébudgétaire 2024. Ce questionnaire en ligne est ouvert jusqu'au 6 avril et de plus, il y aura un sondage téléphonique effectué par une firme pour soutenir les commissaires dans leurs réflexions. Je rappelle que toutes ces modalités de participation se trouvent en détail sur la page de la Commission et vous pouvez nous écrire par courriel à commission@montréal.ca ou simplement nous téléphoner si vous avez des questions au 514-872-3000, 514-872-3000. Donc, avec toutes les opinions, les informations que nous recevrons, nous, les commissaires, pourrons préparer des recommandations à l'attention de l'administration municipale et ces recommandations seront adoptées publiquement lors d'une séance qui aura lieu le 19 mai prochain. Nous allons donc maintenant prendre une petite pause de 5 minutes pour permettre à des citoyens qui voudraient soumettre des questions en ligne de le faire. Et ensuite, après cette petite pause de 5 minutes, nous allons entendre les personnes en public qui veulent poser des questions. Nous allons lire les questions et opinions des citoyens qui nous ont été transmis par Internet et ensuite avoir la période de questions et commentaires des commissaires. Nous allons donc suspendre la séance pour 5 minutes et la reprendre à 18h36. Merci.
Nous allons maintenant reprendre l'Assemblée. Nous en sommes dans la période de questions et de commentaires du public. Je vais d'abord inviter la personne présente dans la salle qui souhaite intervenir et ensuite nous aurons des interventions du public par le formulaire en ligne. Je rappelle que vous avez 2 minutes pour prendre la parole, poser votre question ou émettre votre commentaire. Et ensuite, j'inviterai les personnes ressources du service des finances à y répondre au mieux de leur connaissance. Donc, nous avons M. Marcotte avec nous dans la salle. Et M. Marcotte, votre micro est déjà ouvert, oui. C'est parfait. Donc, je vous laisse la parole pour 2 minutes. Est-ce que ça marche bien? Oui. Très bien. Donc, ma question était par rapport au stationnement dynamique et à la taxe kilométrique. Alors, je me demandais, je trouvais que les questions étaient très, oui ou non. Et puis après, on posait la question par rapport souvent aux moyens utilisés, soit avec ou sans GPS. Et je me demandais à quel point ça serait bon d'avoir une question qui est plus sur le perçu et l'injustice peut-être perçue et une solution pour résoudre ce problème-là. Parce que je pense que au final, peut-être que le citoyen n'est pas si apte que ça à juger d'un moyen technologique, mais je pense que le citoyen a probablement des opinions sur pourquoi est-ce que lui peut se sentir peut-être injustement ciblé par rapport à une cause par rapport à l'autre. Donc, si vous posez la question, je pense que la personne va peut-être livrer des solutions qui pourraient vous être utiles par après. Donc, c'était ça mon commentaire. Merci beaucoup. Merci, M. Marcotte. Est-ce qu'il y a une réponse du service des finances? Non, le commentaire est entendu. Écoutez, M. Marcotte, au nom de la commission, là, on entend votre commentaire. On sait que c'est des enjeux d'une grande complexité. Puis, on offre là aux citoyens d'avoir vraiment différentes manières de venir émettre leurs commentaires, mais si on les a en personne, puis c'est possible, parce que quand les gens viennent présenter en personne, c'est souvent un peu plus riche comme échange, parce que ça nous permet, nous, les commissaires, de questionner les gens qui sont sur place. Donc, si on en arrive là avec des citoyens, on pourra poser des questions dans le sens de votre commentaire, parce que je pense que certains commissaires qui partagent les préoccupations que vous avez soulevées. Merci beaucoup pour votre présence ce soir et j'espère que vous serez parmi nous, que vous allez partager la bonne nouvelle pour nos consultations publiques. Non, mais il faut que ça soit populaire, cette affaire-là. Là, on se force, nous autres, là, donc on veut qu'il y ait du monde. Nous avons 2 questions en ligne que je vais lire maintenant et on verra s'il est possible pour les services des finances d'y répondre. Première intervention du public en ligne par Mme Véronique Saint-Onge. Et la question se lit comme suit. Nous sommes des dizaines de milliers de personnes à subir des refoulements d'égouts majeurs causés par l'incapacité du réseau d'égouts combiné appartenant à la Ville de Montréal d'évaluer adéquatement l'eau de surface et l'eau des systèmes de drainage et sanitaire. La Ville reconnaît que son système d'égout est désuet et plus particulièrement les conduites se trouvant à l'intersection Maisonneuve et Parthenay ainsi que sur la rue Follum. Nous vous demandons de réserver les sommes requises pour corriger la situation. Est-ce que le service des finances veut répondre à ce commentaire très précis? Commentaire très précis? Ce que je dirais par rapport à ce commentaire-là, c'est que les services de la ville, tant qui s'occupent de la voirie que le service de l'eau pour ce qui est des réseaux d'égouts et d'aqueducs, ont une planification qui est présentée dans le PDI avec différents programmes de réhabilitation, de maintien des actifs. Mais de là à dire précisément une conduite qui se trouve à une intersection précise, non, nous n'avons pas ces informations, mais c'est une préoccupation de la ville de réhabiliter l'ensemble de ces infrastructures qui sont arrivées en fin de vie. Merci beaucoup, monsieur Baguidi. Et ce que je pourrais dire à Mme Saint-Onge, c'est non seulement je vous remercie pour votre question, mais
je vous encourage, nous, on va prendre en note, les commissaires, votre commentaire, et on est vraiment à la première étape là, de la consultation publique. Donc, si c'est possible pour vous, si vous en avez la volonté, le temps, la capacité, on vous encourage à rédiger un mémoire ou une opinion écrite et nous la transmettre par courriel. Vous pouvez aussi venir émettre votre opinion sans même déposer de mémoire écrit ou d'opinion écrite lors de nos séances du 25 et 27 avril. Il y en aura en présentiel, d'autres en virtuel. Et pour la date limite, pour vous inscrire à ces audiences publiques-là ou nous faire parvenir votre mémoire, c'est le 18 avril. Donc, on a même aussi produit un questionnaire en ligne. Ce questionnaire-là, vous avez jusqu'au 6 avril. Donc, si vous voulez étoffer votre position, nous fournir davantage d'informations pour les commissaires, ces méthodes-là sont, je crois, les plus pertinentes pour nous partager vos préoccupations. Et je tiens à dire aussi qu'une fois par année, la Commission des finances se rassemble pour étudier le budget de toute la Ville de Montréal, service par service. C'est toujours au mois de décembre et c'est même possible pour le public de poser leurs questions directement aux directions. Donc, si vous voulez poser des questions au service de l'eau, eh bien, c'est toujours possible, mais ça a lieu au mois de décembre lorsqu'on fait l'analyse détaillée du budget. Donc, ce n'est pas dans la consultation prébudgétaire. Donc, merci beaucoup, Mme Saint-Onge, pour votre question. Deuxième et, je crois, dernière intervention en ligne d'un citoyen que je vais lire maintenant, c'est M. Yves Bergeron. Et sa question se lit comme suit. J'aimerais savoir, premièrement, s'il y a des changements prévus dans la façon de calculer la quote-part payée par les villes défusionnées, tel qu'il était indiqué dans la presse parue le 5 février 2023. Voici un extrait de l'article. Citation de Mme Dominique Olivier. « Le modèle actuel de partage des dépenses n'est plus adéquat. » Deuxièmement, sur quelle base Montréal pourrait transmettre un compte de taxes distinct à l'ensemble des propriétaires des villes de l'agglomération pour le financement des dépenses d'agglomération comparativement à la méthode actuelle, et c'est une référence à la page 34 du document. Est-ce que les services des finances, vous pouvez répondre à cette question de M. Bergeron, M. Baguidi? Alors, pour sa première question, la question dit, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour faire le changement? La réponse est qu'il y a des réflexions qui sont en train de se mener. Quelles sont les conclusions de ces réflexions? On ne peut pas présumer des conclusions de ces réflexions-là, les réflexions sont en cours. La deuxième question qui demande la base sur laquelle on pourrait acheminer des comptes de taxes, mais ça s'est déjà fait en 2008-2009. L'encadrement législatif existant en ce moment le permettait. Aujourd'hui, on est dans un autre régime. Donc, si ce régime change et que le nouveau régime est un régime de fiscalité d'agglomération, ben, en ce moment-là, l'encadrement législatif le permettant viendra avec. Merci beaucoup pour ces réponses, M. Baguidi. Et comme je l'ai fait pour Mme Saint-Onge, M. Bergeron, je vous invite fortement à participer d'une manière ou d'une autre là, aux consultations prébudgétaires, nous émettre vos avis, opinions, réflexions sur notre démarche. Mais je ne me répéterai pas, ça fait quand même plusieurs fois que je le dis. Puis, je pense que vous êtes proche de certains élus, là, donc vous pourrez au pire leur demander de l'information. Donc, cela termine notre période de questions du public, questions et commentaires. Merci à vous tous qui ont participé. Et on peut maintenant ouvrir le 6e point de l'ordre du jour, soit la période de questions et commentaires des commissaires. J'aimerais donc savoir si certains commissaires souhaitent prendre la parole. M. Desbois et M. Bourrel ensuite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aussi pour votre présentation aujourd'hui. Donc, ma
mes questions viennent en fait parce que vous avez discuté de la révision des programmes. En fait, vous avez mentionné la révision des programmes et vous avez aussi mentionné le sommet sur la fiscalité qui s'en vient, où on va examiner le financement des arrondissements. Donc, j'ai quelques questions là-dessus en particulier. On n'oublie pas que la Charte de la Ville de Montréal indique qu'il faut respecter les compétences des arrondissements et donc il faut par la suite des choses bien financières pour que les arrondissements puissent exercer leur juridiction pleine et offrir les services de qualité dont les citoyens s'attendent. Donc mes questions spécifiques, c'est où en est-on dans les réflexions sur la réforme de financement, notamment le Cyrano devait nous fournir un bilan de la première réforme de financement des arrondissements pour la période 2015-2022 et une analyse qui vise à déterminer si les arrondissements disposent des ressources nécessaires pour livrer leurs services. Donc, quand aurons-nous ce rapport du Cyrano? En fait, ma question est en 3 parties, donc ça c'est la première partie. Deuxièmement, donc, dans le budget 2023, la Ville annonce la création d'un indice afin d'orienter le choix des investissements municipaux. On nous parle d'équité territoriale, alors j'aimerais savoir un peu comment sera utilisé cet indice pour le financement des arrondissements. Et enfin, le chantier de la fiscalité, donc j'ai mentionné, doit culminer avec la tenue d'un sommet sur la fiscalité municipale, prévu initialement au printemps 2023. Donc on n'a pas eu, je pense, encore de date fixe, alors j'aimerais savoir si c'est possible d'obtenir la date du sommet sur la fiscalité municipale. Merci. Merci, M. Desbois. Est-ce que vous pouvez répondre à M. Desbois, s'il vous plaît? M. Baguidi. Bien sûr, M. le Président. La première question concernant le rapport du Cyrano, il est en cours de finalisation. Donc, on n'a pas encore reçu la version finale de ce rapport du Cyrano. Pour ce qui est de l'indice d'équité et de comment est-ce qu'il interviendra dans une future réforme du financement des arrondissements, mais on n'en est pas encore là, donc je ne pourrais pas vous dire comment il va s'intervenir. Et pour ce qui est de la date du sommet, je pense que c'est une question qui s'adresse plus à l'administration. Nous autres fonctionnaires, on ne pourrait pas vous donner cette réponse-là. D'accord, je comprends tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Desbois, M. Bourrel et ensuite M. Ouellette. Merci, M. le Président. Suite à la question qui a été posée par M. Bergeron par écrit, j'aimerais avoir un peu de clarification et ma question est en 3 volets. Dans le système actuel de partage des dépenses d'agglomération par l'entremise des quotes-parts payées par les villiers, une ville peut contester ses quotes-parts. Dans le système qui est suggéré, il faudra que chaque résident conteste son évaluation. Est-ce que les résidents des villiers paieront leurs taxes selon leur évaluation de leur propriété? Et de quelle façon allons-nous établir le coefficient commercial et industriel qui sera établi? De quelle façon est-ce que ça sera établi? Est-ce que ça sera un coefficient commun pour tout le monde ou pour toutes les villes ou un coefficient pour chaque ville? Si vous permettez, M. Bourrel, je préciserai qu'il n'y a pas de système suggéré. Le document ne suggère rien du tout. Le document pose simplement la question en disant en 2008-2009, on avait un système de fiscalité d'agglomération. Depuis 2009, on a un système de quote-part. Est-ce qu'on reste sur le système de quote-part ou est-ce qu'on retourne sur le système de fiscalité d'agglomération? Et découlant de cela, mais toutes les autres questions que vous posez, je ne peux pas y répondre parce qu'on ne sait pas à quoi ça correspondra. Ben, si dans l'éventualité où la réponse serait oui, on doit changer le système à un système de taxation, mes questions sont pertinentes. Est-ce que vous êtes en mesure d'y répondre? Ben, je ne doute pas de la pertinence de vos questions. Dans cette éventualité-là, les réflexions se mèneront pour savoir qu'est-ce qui va être fait. Mais aujourd'hui, aucune réflexion
pour établir une quelconque fiscalité d'agglomération n'est en cours. Donc je ne saurais répondre aux questions que vous posez. Est-ce que ce sont des questions qui devraient être posées aux gens pour qu'ils comprennent clairement ce que ça veut dire de faire un changement? Parce que là, on demande aux gens de faire de se prononcer sur un changement sans leur expliquer la pertinence et les résultats d'un changement. Je ne sais pas quoi répondre, M. Dupré. Mais peut-être que il y a quand même... on savait que j'ai moi-même porté là, auprès de la présidente du comité exécutif la question de la sensibilité sur la fiscalité d'agglomération. Et suite à ces discussions-là, il y a quand même un préambule, en fait, là, qui clarifie, on le voit à deux endroits dans le document, là, on le voit à la page 33, entre autres, qui nomme bien que ce volet de la consultation prébudgétaire vise à sonder l'opinion publique et à encourager la participation des citoyens des municipalités de l'agglomération afin d'enrichir les discussions. Et cette discussion-là fait référence à la table de dialogue sur le financement et les dépenses de l'agglomération de Montréal. Donc, ce préambule-là, je pense, clarifie qu'on souhaite qu'il y a une volonté de la part de l'administration d'ouvrir la discussion, mais que, en effet, les finalités de la réflexion ne sont toujours pas disponibles. Donc, on est à la base d'une réflexion sur ce document, je crois. Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez m'expliquer c'est quoi la table de dialogue et qui fait partie de la table de dialogue? C'est une bonne question à poser au service des finances. La table de dialogue actuellement, et elle est bien, on parle bien d'une table de dialogue, c'est des représentants de l'Association des municipalités de banlieue, ainsi que des représentants de la ville, service des finances et élus. En fait, c'est des élus supportés par le service des finances qui discutent, donc c'est pour ça qu'on l'appelle table de dialogue, sur qu'est-ce que c'est que le régime des quotes-parts aujourd'hui, comment est-ce que les dépenses d'agglomération sont financées, et c'est ça, la table de dialogue dont on parle. Merci beaucoup. Il y a d'autres tours de parole. Je veux juste ça va être la dernière. faire un point. Là. Je veux tout simplement mentionner publiquement, parce que c'est réellement d'une façon publique que je veux le faire, la ville de Beaconsfield a indiqué son désir de faire partie de la table de dialogue. Nos élus ont voté en conséquence unanimement par résolution pour que la ville de Beaconsfield fasse partie de la table de dialogue. Et j'ai écrit à peu près, je crois que c'est 3 lettres à Mme Olivier sur le sujet. J'attends toujours la réponse. Merci beaucoup, M. Bourrel. Il y avait M. Ouellet qui souhaite intervenir. Je crois que j'ai vu M. De Souza. Donc, M. Ouellet et ensuite M. De Souza. Oui, merci. C'est pas directement dans le guide de consultation, mais c'est quand même relié. Par exemple, il y a beaucoup de points sur, soit au niveau, par exemple, du stationnement, des péages, etc. Et on se fait souvent interpeller, en tout cas moi, là, dans mes réseaux sociaux, je me fais souvent interpeller. C'est comme, mais les cyclistes ne payent pas, nous on paye, on étant les automobilistes, on paye déjà via nos immatriculations, via la taxe sur l'essence, etc. Puis je leur réponds, au niveau du réseau routier montréalais, qui est l'essentiel de tout ce qu'il y a à Montréal, sauf quelques ponts et quelques petits bouts d'autoroute ici, et les autoroutes, je veux dire, le réseau routier montréalais, que ce soit autant l'investissement, autant l'entretien, même incluant le déneigement, c'est essentiellement via les taxes foncières. À moins que... Donc, je ne sais pas si vous pourriez peut-être expliquer, peut-être mieux que moi, là, quelles sont les sources qui viennent financer notre réseau routier sous compétence montréalais
Et si réellement les automobilistes, via leur contribution actuelle, soit au niveau de l'immatriculation, au niveau de la taxe sur l'essence, viennent payer, ou sinon, ben, c'est réellement via les taxes foncières, peu importe qu'on soit automobiliste ou pas. À la ville de Montréal, il y a la taxe de voirie qui, elle, vise à financer des dépenses de voirie. Mais les dépenses de voirie, tant dans le budget de fonctionnement que dans le budget d'investissement, sont beaucoup plus grandes que ce qu'on prélève via la taxe de voirie. Donc, il m'est difficile de venir dire que telle catégorie de revenus est dédiée spécifiquement au financement de l'entretien des infrastructures routières. Je vais reformuler ça. Okay. Est-ce que la Ville de Montréal reçoit une partie des revenus d'immatriculation et une revenu des taxes foncières? Je crois qu'on reçoit une partie des taxes d'assises fédérales, mais dans l'ordre, il faut d'abord mettre dans l'eau avant de mettre dans les routes, puis je pense qu'on dépense tout dans l'eau en premier. Donc, à quel point on reçoit des argents via l'immatriculation, les taxes d'essence pour Montréal? Sur l'immatriculation, à part la surtaxe, la TIV, qui, elle, finance le transport en commun, mais pas l'entretien des voiries, les taxes d'immatriculation même ne rentrent, je veux dire, la ville ne perçoit pas ça, et il n'y a pas un équivalent que Québec envoie, comme la taxe d'assises sur l'essence. Celle sur l'essence, vous avez raison, elle finance à la fois des dépenses dans l'eau et dans des dépenses de voirie. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire exactement quelle est la proportion de cette répartition-là. Parfait, merci. Merci beaucoup. Monsieur De Souza. Merci, Monsieur le Président. Le Président, mes questions sont plus orientées vers le dernier deux dépôts du budget, soit provincial, soit fédéral, qui a eu lieu juste hier pour la fédérale et il y a une semaine pour la provinciale. On apprend que, en lisant le dossier du volet provincial, qu'il y a eu une semaine, on voit dans le logement social, le gouvernement avait accordé en accès logis à peu près 3500 unités, dont à peu près 1300 a été attitrées à Montréal. Et aujourd'hui, on constate par la déclaration du mairesse que autant que la ville avait demandé 314 millions, que le gouvernement avait accordé 79 millions. Ces 314 millions étaient pour 12 projets de logement social qui étaient en attente. Et Québec a choisi de donner 79 millions pour 5 de ces projets, donc 7 autres qui demeurent en attente. Donc, ça c'est un volet de la même question. Je souhaiterais juste savoir, dans le contexte de logement social, comment on vise faire la différence pour être capable de compléter les 7 autres projets qui demeurent en attente, faute du manquement identifié. Et comme partie de la même question, toujours dans le contexte budget provincial, pour le transport en commun, le gouvernement avait titré 400 millions, comme le déficit non. L'ARTM avait indiqué qu'il y avait un montant en total de presque 500 millions de déficit pour l'année en question. Le gouvernement accorde 400 millions, 200. Montréal l'STM a été à 378 millions. Donc, avec la manque à gagner d'au moins 100 millions, sinon plus, au niveau provincial. Deuxièmement, quelles vont être les solutions? Parce que dans le cas de l'STM, ça c'est l'année en cours actuellement et qu'on doit finir l'année avant qu'on peut même penser de l'année prochaine. Donc, cette année est en jeu. Ces deux questions, logement social et STM, étaient les seuls éléments, Madame, Monsieur le Président, que je trouvais dans le budget provincial qui touchait la ville de Montréal. Donc, première question, est-ce que vous pouvez nous indiquer sur les deux volets comment on peut combler le différentiel?
parce que ça touche le budget actuel et ultimement, ça va toucher aussi le budget 2024. Ben, à ce moment-ci, non, on ne peut pas vous répondre dans ce détail, bien entendu, là, parce que oui, c'est certain, comme par exemple le transport en commun, on sait qu'il y a encore des discussions là, avec la RTM, donc on n'a pas tout le portrait présentement pour répondre à ce genre de questions ce soir. OK. Comme un suivi à la deuxième volet de questions, M. le Président, j'ai lu avec une grande attention. Je passais mon soirée hier lisant le budget fédéral juste pour voir est-ce qu'il restait quelques miettes pour Montréal, mais malheureusement, il n'y avait rien que je trouvais. Ça a pris plusieurs heures de feuilleter dans ce dossier-là, mais ultimement, il n'y avait pas grand-chose. Le gouvernement provincial avait dit que dans le contexte de transport en commun, si les 400 millions n'étaient pas suffisants, qu'on doit aller au fédéral. Je n'ai rien trouvé au niveau fédéral pour combler le manque, le déficit de transport en commun, STM ou RTM. Est-ce qu'il y avait d'argent que vous avez identifié soit dans le budget fédéral ou dans le budget provincial qui peut être aidant pour nous, soit pour cette année, 2023, et ou pour 2024? Sûrement, vous avez pris le temps même hier soir et même la semaine passée de lire le budget au complet. Comme bon comptable, ça c'est partie de notre déformation professionnelle. Donc, je reste convaincu que peut-être vous avez trouvé des choses intéressantes que peut-être je ne l'ai pas trouvé moi-même. On n'a pas de réponse présentement. OK. Pas de réponse. OK. D'accord. OK. Donc, merci, M. le Président. Merci, Mme Laverdière. Merci beaucoup. Merci, M. de Souza. S'il n'y a pas d'autres interventions, je tiens... on a quand même pris des questions très larges ce soir, mais je rappelle quand même qu'on était en séance où est-ce qu'on présentait le document de consultation prébudgétaire. Là, donc, je remercie quand même nos services d'avoir répondu du mieux qu'ils peuvent sur des questions très larges qui, oui, touchent le budget de la Ville de Montréal, mais qui était quand même très pointu par rapport au document qui était présenté ce soir. Donc, l'ordre du jour est maintenant épuisé. Avant de lever l'Assemblée, je tiens à remercier tout le monde qui a contribué au bon lancement de cette consultation prébudgétaire. Donc, tout le personnel de la Ville de Montréal, du service des finances, merci beaucoup, Mme Laverdière et toute votre équipe. Tout le personnel assurance soutien technique et logistique, mes collègues commissaires, merci beaucoup, et Mme Harvey qui nous soutient aux commissions permanentes. Donc, merci à tous. Je réitère notre intérêt fort. Tous les commissaires, on veut entendre votre opinion. Donc, on espère que vous participerez en grand nombre. Et sur ce, je déclare la séance levée. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.